Bonsoir à tous, à toutes et tous. Vous êtes nombreux à être inscrits ce soir et j'ai grand plaisir à vous retrouver. Je suis Céline, je suis la directrice de lita.co, qui est une plateforme d'impact investing. Lita présente en ce moment Mon Cafetier et la ressource, et on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu original plutôt que de vous parler d'investissement de manière assez classique. Vous parler vraiment de la consommation durable, de la consommation du futur. Il se trouve que avec Emmanuel et Candice qui vont nous rejoindre sur scène ce soir, on a du contenu à discuter et on va pouvoir débattre aussi. Donc, le but ici, c'est de vous faire passer dans les coulisses de ces entreprises, de vous montrer un petit peu quelle est leur chaîne de valeur, ce qu'ils font au quotidien en fait, et vraiment que vous puissiez avoir un regard éclairé sur le service ou les produits que vous présentent deux belles entreprises du zéro déchet bruxelloises, puisqu'elles sont leur siège social est à Bruxelles. Voilà. Très concrètement, comment ça va se passer? Vous voyez que vous avez un chat, donc vous pouvez dire bonjour ou solliciter quelque chose. Si vous avez des questions pour les entrepreneurs ou pour Anouk, qui présentera la seconde partie, on va être ensemble jusqu'à 19 h environ. Si vous avez des questions pour les entrepreneurs ou pour Anouk ou pour moi, vous pouvez les poser dans le chat questions que vous voyez du coup à la droite de votre écran. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et on va partir sur le thème de la consommation durable et du zero waste avec Emmanuel. Emmanuel qui va me rejoindre. Emmanuel, il a 20 ans d'expérience comme ingénieur civil. Et un jour, je pense que c'était un jour. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Céline. Tu vas peut-être nous expliquer aussi ce qui t'a fait te lancer dans Mon Cafetier, mais on en viendra peut-être dessus après, mais c'est vrai que tu ne viens pas de là et je pense que tu avais repéré beaucoup de failles dans la chaîne logistique notamment du café, mais pas que. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et ce que tu gères au quotidien dans Mon Cafetier à travers la chaîne de valeur, la chaîne logistique que tu as implémentée dans ton entreprise? Avec grand plaisir. Je suggère peut-être de montrer les quelques slides que j'ai préparés pour ça. Voilà, ok. Super. Donc effectivement, on va sortir peut-être un petit peu du cadre, d'abord purement de l'entreprise Mon Cafetier, pour s'intéresser à la chaîne de valeur du café dans son ensemble, de l'arbre jusqu'à la tasse, et voir quelles sont les bonnes choses et les moins bonnes choses qu'elles ont pour l'environnement, et comment est-ce qu'on peut y contribuer de manière durable. Et c'est un petit peu toute la réflexion qui se trouve derrière la création de Mon Cafetier, que je voudrais passer en revue ici. Donc, par contre, on va un petit peu trop vite parce qu'avant d'avoir le café dans notre pays, il pousse en fait dans des régions tropicales. Donc, le café, c'est un arbre à l'origine qui grandissait de façon sauvage. Vous le reconnaîtrez peut-être ici, même si le café n'a pas tout à fait l'aspect qu'on lui connaît. Ce sont des petites baies rouges qu'on appelle des cerises, dans lesquelles il y a un grain qui va être torréfié et puis moulu pour qu'on puisse préparer le café comme on le connaît chez nous. Donc, comme je disais, l'arbre pousse naturellement sous les tropiques et l'arabica, qui est la variété la plus appréciée chez nous, pousse uniquement en altitude, au-dessous de 1200 mètres, ce qui restreint les terres agricoles qui sont éligibles pour cultiver le café. Alors, il faut savoir que le café mondialement est encore en croissance. La consommation de café est en croissance. Une idée d'ordre de grandeur, un Belge consomme 6,8 kg par an, c'est le 8e plus gros consommateur mondial. Et donc, il y a une pression sur les terres agricoles qui, aujourd'hui, est très forte. Et avec l'augmentation climatique, il risque d'avoir moins de terres et une plus grande pression encore dans le futur. Donc, il est urgent d'agir. Donc, les monocultures ont pour tendance de détruire l'écosystème dans lequel le café a grandi et sont une vraie menace pour la biodiversité de l'environnement. C'est pour ça que nous choisissons de prendre uniquement des cafés bio qui vont respecter la biodiversité dans la production de café et qui permettent de diminuer cette pression sur l'environnement. Il y a un autre aspect qu'on connaît moins aussi, c'est que le café dans les monocultures fait une énorme pression sur le prix. Et aujourd'hui, pour donner une ordre de grandeur, 1 kg de café vert, ça se vend entre 2 € et 3 € le kilo, ce qui ne permet pas de soutenir, de rétribuer la main-d'œuvre de manière suffisante. Et on assiste dans certains pays, notamment au Guatemala, à un vrai exode des campagnes.
C'est-à-dire que les ouvriers finissent par quitter le pays, les plus jeunes générations ne veulent plus travailler dans le café, et on a vraiment un problème de trouver encore des ouvriers qui puissent travailler dans le café. D'où l'urgence de revaloriser le café. C'est pour ça que nous travaillons selon les principes de la Specialty Coffee Association, qui mondialement essaie de pousser la qualité du café vers le haut, en accompagnant les petits producteurs pour les apprendre à faire du café de meilleure qualité, et en donnant notamment des cupping scores qui donnent des notes aromatiques, qui cotent les notes aromatiques de tous les cafés. C'est seulement ceux qui ont des notes supérieures qui sont dignes de porter le label Specialty Coffee. C'est seulement ceux-là que nous on choisit dans notre sourcing de café. On ne va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, sinon je pourrais encore durer longtemps. Une seconde étape qui est très importante dans la préparation du café, c'est la torréfaction. Alors, la torréfaction que l'on connaît habituellement chez nous, c'est la torréfaction industrielle, celle qui est utilisée pour la plupart des cafés qu'on retrouve dans le commerce et en grande distribution. C'est une torréfaction qui se fait à haute température et en quelques minutes, et qui a pour caractéristique de cuire très fort le café. Alors, ça a un avantage au niveau industriel, c'est qu'en fait, ça va gommer toutes les différences qualitatives en les différentes qualités de grains. Donc, on peut avoir un grain de moins bonne qualité et le résultat sera plus ou moins identique. Et l'autre avantage, c'est que le profil aromatique, qui est la limite du carbonisé, va être assez constant et assez standard. Et donc, on ne va pas avoir beaucoup de variété entre les différents grains. Donc, nous prenons une approche tout à fait différente, c'est celle de valoriser la qualité du grain par une torréfaction artisanale. Et la torréfaction artisanale se fait à basse température et dans des temps plus longs, ce qui permet en fait de garder toute l'huile du café dans le grain et de lui donner un gros potentiel aromatique. Ça lui donne beaucoup plus de subtilité, ce qui le rapproche. Ça fait qu'on peut proposer des cafés fins qui ont des qualités gastronomiques. Slide suivante. Voilà. Alors, la troisième étape qui est importante dans la transformation du café, c'est le conditionnement. Alors, le conditionnement dépend essentiellement de la manière dont on veut consommer le café. Alors, malheureusement, il y a une tendance lourde qui s'est établie au fil des dernières années, c'est-à-dire, en fait, par facilité, on voudrait en fait ne pas plus acheter du café en grains, mais l'avoir moulu à l'avance. Alors, moudre à l'avance a un impact considérable sur la qualité du café, c'est-à-dire qu'en fait, il va être exposé à l'air et il va s'oxyder et perdre rapidement ses arômes qui vont être neutralisés. Et donc, pour cela, on doit recourir à des artifices comme une capsule ou un emballage hermétique qui va protéger le café moulu de l'air. C'est un petit peu comme si on vendait des bûches et qu'on les allumait dans une usine et qu'on voulait les mettre dans un emballage pour qu'on évite qu'elles arrivent consumées chez le consommateur. Donc c'est un petit peu absurde. Donc nous on veut partir d'un autre point de vue, c'est-à-dire qu'en fait la meilleure façon de consommer le café et la façon la plus durable, c'est de le moudre au dernier moment, juste avant de le servir, et ça nous permet d'économiser toute cette chaîne d'emballage nécessaire à préserver les arômes. Ici, on voit notamment le revers de la médaille, c'est la bauxite qui est laissée après l'extraction de l'aluminium, qui est 5 fois le poids utilisé pour l'aluminium. Il y a aussi 8 fois le poids de l'aluminium qui se retrouve en équivalent CO2 dans l'atmosphère pour produire l'emballage capsule. Alors la troisième étape que je voudrais présenter, c'est parcourir ensemble le circuit court que fait le café une fois qu'il est emballé en grains pour arriver chez notre client. Et ça, c'est une petite vidéo qui va vous illustrer comment que très rapidement, nous, de la production jusqu'à la tasse, on peut servir nos clients. Donc, si je peux demander qu'on lance la petite vidéo. Alors, si c'est pour illustrer, comme c'est simple de faire un bon café à partir du grain, vous aurez vu, donc, pour vous donner une idée du cycle, le lundi, nous torréfions, le mardi, nous faisons les notes d'envoi qui sont envoyées à un atelier de travail adapté qui fait les emballages et chez qui se trouve tout notre stock. Le mercredi, il est mis sous pli, le jeudi, la poste le prend et le vendredi, il est servi chez nos clients. Et donc, ça veut dire que ça nous permet d'avoir une grande rotation de stock et de servir très rapidement un café qui reste frais. Et il ne suffit plus que de le moudre au dernier moment grâce aux machines que nous fournissons sur nos formules d'abonnement pour pouvoir avoir un café frais et mousseux comme celui que vous voyez là. Et je vous invite à le savourer avec nous. Alors, une petite dernière slide de conclusion.
Donc voilà un petit peu tout ce que nous permettons d'éviter. Alors, pendant les environ 10 minutes de présentation que j'avais pour introduire, il y a mon cafetier, il y a 150 000 capsules qui ont été consommées dans le monde en aluminium. Ça représente en fait 200 kilos d'aluminium, environ 1 tonne de bauxite et environ 1,6 tonnes d'équivalent CO2 qui sont rejetés dans l'atmosphère parce que c'est très énergivore de produire ces petites capsules que nous rendons inutiles. Alors, pour terminer, juste une petite phrase à George. Do you know what, George? We will tell you what else. Mais merci. Et donc, voilà, si vous avez des questions, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de recourir au grain et de faire appel à nos services. Merci Emmanuel, c'est super impressionnant et on ne se rend pas compte du tout de l'impact négatif, néfaste qu'il y a derrière le café qui est produit en masse et qui n'est pas du tout traçable comme tu le fais avec les producteurs avec lesquels tu travailles. C'est très très impressionnant d'avoir analysé la chaîne comme ça. On va passer au prochain pitcher. Enfin, ce n'est pas des pitchs vraiment ce soir, mais à la prochaine présentation. Mais Emmanuel, tu restes avec nous et on va pouvoir te poser les questions et avoir un débat aussi sur la consommation durable et sur tout ce que tu fais au quotidien quand on aura fini la présentation de la ressource. Et effectivement, en ce moment, vous êtes en pleine levée de fonds sur l'ITA. Vous avez commencé il y a 2 semaines votre campagne. On est déjà à près de 50% et on vous encourage vraiment à soutenir l'initiative qui est portée par Emmanuel. Et en plus, il y a un beau dossier d'investissement pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui se trouve sur lita.co et qu'on vous invite à découvrir. Salut Candice! Salut! Vous m'entendez bien? On t'entend très bien, mais tu es où là? Eh bien, je suis sur la place Jourdan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la place Jourdan, qui est plutôt connue pour ses terrasses, pour les fameuses frites et pour son ambiance. Mais le quartier Jourdan, c'est aussi le nouveau quartier qui est en plein boom pour tout ce qui est zéro déchet et économie circulaire. On a ici, pas très loin d'ailleurs, un magasin qui s'appelle Déjà Vu pour tout ce qui est vêtements de marque en seconde main. On a aussi une super herboristerie tout près de chez nous. Et puis, un marché bio et en vrac qui est juste en face. Mais surtout, on a l'unique et la toute nouvelle ressource. Donc, c'est notre droguerie durable et partagée dont je suis l'heureuse cofondatrice. La voici, la voilà. Et je vous propose qu'on aille y faire un tour. Salut Alex, ça va? Voilà, donc mon associé Alex. Donc, je vais vous présenter un petit peu le magasin pour le moment. Donc, on a ouvert le 6 juin. Alors, ici, on a un bar à pompe. Alors, c'est quoi? C'est pour pouvoir se servir de produits liquides en vrac, donc de la lessive, du liquide vaisselle, du shampoing, du savon. On a aussi ici la table à savon à vrac, donc à la découpe, savon solide, shampoing solide. De ce côté-ci, on a tout un mur avec tout ce qui est produits cosmétiques et accessoires. Donc, à la pompe, ici, on a des hydrolats, des huiles végétales pour faire des petites décoctions maison. On a des contenants, des argiles en vrac, tout ce qu'il faut vraiment pour prendre soin de soi et de sa maison de manière naturelle et zéro déchet. Alors, ce qu'on a aussi, c'est tous des ingrédients. Voilà, ici, vous voyez des ingrédients en vrac pour faire soi-même ces produits. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme genre de produit, non, avec toutes ces poudres? Eh bien, je vous propose de vous montrer en quelques secondes ce qu'on est capable de faire avec ces produits. Alors, je vais passer l'ordinateur à Alex. Je vais enlever mon oreillette pour pouvoir faire la fameuse recette de la pépite vaisselle. Donc, voici une petite recette toute simple avec 4 composants que je vais aller choper là-dedans. Donc, pour ça, j'ai juste besoin d'une cuillère à soupe, d'une cruche ou d'un bol et d'un fouet. Alors, je vais d'abord aller mettre 5 cuillères à soupe d'acide citrique. L'acide citrique, en fait, c'est un remplacement du vinaigre. Ce qui est génial, c'est qu'il est produit en Belgique et que pour sa production, il est beaucoup moins énergivore, en fait, que le vinaigre. Donc, j'en suis à 4. 5, voilà. Et donc, c'est un détartrant. Donc, il enlève tout ce qui est calcaire. On a aussi du carbonate de sodium
qui est en fait plus connu aussi sous le nom de cristaux de soude. Je vais en mettre 6 cuillères. Et là, en fait, c'est vraiment le côté dégraissant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quand on fabrique, ben voilà, pas besoin de se mettre une tenue anti-radioactive, juste pas se frotter les yeux ou la bouche avec les mains. Et éviter de se mettre le nez juste au-dessus parce qu'il y a quand même des émanations de poudre. Alors maintenant, on va mettre du percarbonate de soude, bien par ici. Je vais en mettre 2 cuillères. Regardez, en fait, ça, c'est de l'eau oxygénée solidifiée. Tout ce qui est vaniche, oxyaction et tout ça, c'est fait avec ça, en fait. Sauf qu'ils teignent ça en rose, bleu, jaune et qui mettent des parfums pour donner l'impression que c'est mieux. Mais en fait, c'est tout ça. Donc, je vais en mettre 2 cuillères. Et ça va vraiment blanchir, enlever tout ce qui est taches de fond de café, tout ça. Et puis, finalement, on va mettre le fameux, l'unique, le seul, le vrai, le bicarbonate de soude qui, lui, nettoie un côté abrasif, désinfectant aussi. J'en mets 2 cuillères. Voilà. Je mélange le tout, toujours en essayant d'éviter de mettre le nez juste au-dessus parce que ça s'évapore un petit peu. Voilà. Il ne me reste plus qu'à verser le tout dans un petit pot. Oups, pardon, j'en ai mis un peu à côté. Hop là. On ferme, on secoue, on note bien ce que c'est dessus. Donc, pépites vaisselle. Et voilà, c'est prêt. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ce produit-là, on peut nettoyer les toilettes, on peut nettoyer le lavabo de la salle de bain, le plateau de la douche aussi, enfin plein de choses. Et juste avec ces 4 ingrédients, on peut faire une myriade de produits différents. On aura bientôt un labo partagé aussi pour que vous puissiez venir vous-même fabriquer vos produits ici en quelques instants. Et puis aussi, il y a clairement un avantage, au-delà de l'avantage écologique évident de ne plus devoir produire de déchets, il y a tout ce qui est l'avantage économique. Par exemple, une poudre vaisselle comme ça coûte 8 fois moins cher qu'une poudre qu'on peut acheter dans le commerce. Donc voilà, on espère qu'on va vous voir ici très bientôt. On a un prochain magasin qui est en train de se projeter à Jette. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour nous aider, pour coopérer dans ce beau projet et nous aider à le financer et avoir plein de petites ressources se propager un petit peu partout en Belgique. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Céline, s'il y a quelqu'un qui a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Moi, j'ai une question d'ailleurs. Est-ce qu'on doit venir à la ressource pour avoir la recette ou est-ce que tu peux nous la partager Ah oui, tu veux que je la partage de quelle manière? Sur le chat, peut-être, ça a l'air tellement simple. C'est vrai que Léo dit on n'a pas besoin d'être chimiste confirmé pour faire nos propres produits ménagers. Vous le prouvez bien en direct. Bravo d'ailleurs, Candice, pour avoir réalisé cette recette en si peu de temps. C'est très impressionnant. Voilà. Donc oui, si jamais vous avez la recette, mais de toute façon, on peut la retrouver, j'imagine, sur place. Oui, complètement. Ok, super. Fantastique. Peut-être que je vais vous partager notre enthousiasme en fait chez Lita pour mon cafetier et pour la ressource. Il y a déjà deux choses qui font que on aime beaucoup ces projets, c'est qu'ils touchent au zéro déchet et donc de limiter un maximum l'impact environnemental de nos produits de consommation courante. Hein. C'est vrai que du café on en consomme une fois voire plus par jour et en énorme quantité au final. Donc pourquoi pas consommer un café qui est bon sur toute la chaîne et qui pollue le moins possible. Et puis avec la ressource, Candice, vous nous avez prouvé aussi que on n'est pas obligé d'aller dans des magasins comme Di ou etc. pour trouver son déodorant, son dentifrice. On peut le faire aussi soi-même et c'est d'autant plus amusant en plus et beaucoup moins cher comme tu viens de le dire. Donc ça, on a beaucoup aimé. Et tous les deux, les deux entreprises aussi sont constituées de personnes vraiment super. Donc il y a des super équipes derrière la ressource et derrière mon
mon cafetier. Et ça, on a apprécié aussi beaucoup. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dita, que en investissant dans mon cafetier et dans la ressource, vous bénéficiez de 45% de réduction fiscale. Donc, c'est-à-dire sur un montant, mettons, vous mettez 1 000 €, bah, sur votre prochaine feuille d'impôt, on vous défalquera 450 €. Donc, c'est plutôt joindre l'utile et l'agréable que de suivre mon cafetier et la ressource sur le long terme. Je vais demander à Anouk de me rejoindre sur scène, enfin sur scène, en vidéo. On a l'habitude plutôt d'être sur scène, mais ce soir c'est en vidéo. Et on va pouvoir passer à une partie de débat. Christian, je vous invite à poser votre question dans l'onglet questions. Et pour toutes les personnes qui ont des questions aussi, on va modérer avec Anouk pour faire en sorte d'y répondre. Bonsoir Anouk. Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Bonsoir Candice et bravo pour le projet. Pardon, je tombe. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Anouk, je ne sais pas comment te présenter, tu as fait tellement de choses. Mais Anouk est journaliste, est une journaliste reconnue. Je vais passer sur ton parcours, mais ton dernier poste, c'était directrice de Marie-Claire Belgique dans le journalisme. Et je pense que tu es toujours active dans le journalisme, tu pourras nous le dire. Voilà, on t'entend à la radio, etc. Mais tu n'es pas là ce soir que pour ça. Anouk, tu as monté aussi toi-même un projet qui touche à la transition écologique et sociale. Tu t'es installée à Ixelles et je vais te laisser parler d'Allegreta. C'est tout nouveau, un tout nouveau lieu et c'est aussi pour ça que tu es là ce soir avec nous et je t'en remercie vivement. Mais écoute, c'est moi qui vous remercie, très sincèrement. Mais oui, effectivement, j'ai ouvert un nouvel lieu qui s'appelle Allegreta et qui est un lieu qui se veut, c'est une ASBL et qui se veut effectivement montrer et prouver qu'avec du recyclé, du deuxième main, on peut faire quelque chose de joli. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, j'ai l'impression que ça s'est reproduit sur la chemise de Candice. Mais... Et donc, une des choses aussi intéressantes, c'est que nous avons le café de moncafetier.be parce que toute la logique veut évidemment que tout soit de l'économie circulaire, de la réflexion, essayer véritablement d'utiliser les ressources encore et encore sans devoir aller en chercher de nouvelles, épuiser dans notre matières premières qui ne sont malheureusement pas inépuisables. Et donc, j'ai une question. On va commencer par les questions. Donc, j'ai une question. On va commencer par Candice. Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour la planète. Je vais réfléchir. Je vais orienter ma vie professionnelle vers. Alors, moi, j'étais très touchée déjà quand j'étais petite par le trou dans la couche d'ozone. Moi, ça a été. Enfin voilà, je fais partie de cette génération-là et qui, très petite, a été conscientisée par rapport au fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et surtout quelque chose à faire. Et donc, l'idée de droguerie, elle traînait dans ma tête déjà depuis une quinzaine d'années, là, sincèrement. Mais je me disais toujours, c'est un projet que je ferai quand je serai vieille et riche. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui répondait vraiment à un besoin d'un côté des utilisateurs qui en avaient marre, de voir leurs poubelles augmenter et se remplir de choses valables finalement, des contenants qui continuent d'être valables, et puis de l'autre côté le besoin de la planète de se désencombrer de toute cette partie de déchets qui vient la polluer chaque jour. Et donc d'abord ça a commencé par la création de la SBL Almasana pour donner des ateliers, conscientiser les gens et avoir une approche un peu pas à pas, on va dire, avant de s'installer dans un lieu fixe. Et donc, en quelque sorte, la ressource, c'est un peu la grande sœur d'Almasana. C'est vraiment le lieu où on regroupe toutes les activités et où on propose une large gamme d'ingrédients et de produits en vrac pour tous ceux qui sont désireux de faire un pas de plus ou le premier pas vers leur transition. C'est une bonne réponse, en tout cas. Et vous, Emmanuel, qu'est-ce qui vous a fait passer d'ingénieur civil à cafetier? C'est vraiment un grand pas vers l'inconnu aussi. C'est effectivement un grand pas vers l'inconnu. Et parfois, on s'explique d'autant mieux quand on regarde parfois en arrière. Bon, comme étant ingénieur, j'ai toujours eu
le travers de me questionner sur un peu l'environnement dans lequel j'étais. Et c'est vrai que déjà très jeune, j'avais un peu de la peine à comprendre l'équation économique de la croissance continue. Je me dis, mais une exponentielle, on ne voit jamais le sommet, donc il y a un moment donné, on va le toucher. C'est pas possible autrement. Et donc, je me suis toujours questionné, mais c'est quoi ce modèle économique qu'on nous vend, mais qui paraît incohérent? Et alors, il y a un moment donné où je me suis dit, mais il y a certains modèles marketing qui sont assez géniaux, mais à la fois tout à fait scandaleux, parce qu'ils ont une manière de s'accaparer le marché sans se poser du tout la question des externalités. Et un des modèles que j'avais dans le point de mire, c'était le modèle de la capsule, où on voit qu'en fait, toute la chaîne de valeur s'est accaparée par une grande multinationale qui va jusqu'à avoir ses propres points de vente, son propre sourcing, son propre emballage, vendre ses propres machines. C'est génial, elle capture toute la valeur du marché. Sauf que le modèle est carrément scandaleux. Il est absolument génial au niveau de la manière dont il adresse le problème de l'utilisateur final. C'est-à-dire, il faut un produit simple, il faut un produit attrayant, il faut un produit qui est bon. Il a donné, pour dire, le côté positif d'une lettre noblesse au café. On a repris goût à un bon café. Enfin, en tout cas, ce qu'on pensait être le meilleur café qu'on puisse avoir. Mais voilà, moi, je me suis dit, pour la valeur qu'on paie une capsule, il y avait moyen de faire vraiment un modèle alternatif qui offre mieux. Et depuis longtemps, dans la société dans laquelle je travaillais, j'avais vu des machines automatiques qui coûtaient environ 1 000 euros. Je me suis dit, ça serait génial d'avoir ça chez soi. Mais pour un café à quelques cents, c'est un petit peu disproportionné. Il est venu l'idée de se dire, mais pour la différence de prix entre une capsule et du grain, il y a certainement moyen de financer l'utilisation d'une machine. Il se fait que justement, quelques années auparavant, j'avais entendu parler de l'économie de la fonctionnalité. Il dit justement à quoi ça sert d'acheter un actif, alors que finalement, si on vendait sous forme de service, le vendeur aurait le même intérêt que vous, c'est-à-dire faire durer la machine le plus longtemps possible, ne pas vous la faire remplacer tous les 2 ans, et finalement, on aurait des intérêts qui se joignent l'un à l'autre. Et donc, c'est la combinaison de ces deux idées qui m'a donné l'idée de faire mon cafetier. Voilà. Ah, j'ai une question pour vous deux. Je voudrais le faire répondre en premier. Par rapport à vos réflexions sur le monde de demain, est-ce que vous sentez qu'il y a du répondant pour l'instant ou vous sentez qu'il y a encore des réticences par rapport à la préservation de la planète et aux besoins de l'écologie et de faire effectivement de l'économie circulaire? Candice? Ben déjà, en fait, il s'agit plus du monde de demain, il s'agit vraiment du monde d'aujourd'hui maintenant. Donc tout ça, ça se passe maintenant, ça se passe déjà. Enfin, on a vu le boom qui est en train de se produire depuis 4 ans où on a débuté nos activités et ça fleurit dans tous les sens, ça explose vraiment. Donc il y a une réelle conscientisation. Les personnes sont de plus en plus aussi exigeantes par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs envies. Vraiment, donc il y a une vraie conscience de l'urgence d'agir et on est vraiment content de pouvoir y répondre en fait. Emmanuel, pour vous? Oui, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une conscientisation. Et je pense, par exemple, le Covid-19 nous fait prendre conscience aussi qu'on peut vivre avec moins, qu'on peut vivre différemment, que voilà, il y a moyen d'inventer la vie autrement. Maintenant, je pense que malheureusement, il y a des machines, des bulldozers industriels derrière nous. Le modèle économique dans lequel on vit, je le comparais un peu aux dinosaures. En fait, je pense que l'environnement, on a compris aujourd'hui que l'environnement ne pourrait plus supporter notre vie. Maintenant, c'est comme un paquebot, il est en train de foncer dans l'iceberg. Faire marche arrière, ça va être difficile. Et donc, ce que je pense qu'il faut, c'est que la conscientisation est là, mais il faudrait mobiliser toutes les ressources de la société pour pouvoir faire marche arrière et faire bouger la machine. Ce qui m'a motivé dans le projet, notamment, c'est que j'avais lu un livre qui disait il faut peut-être qu'il y ait seulement 10% ou même pas, ou 4% des personnes qui proposent des modèles alternatifs pour que le reste suive. Et je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Des entrepreneurs comme Candice, comme d'autres qui disent là, il y a moyen de proposer des modèles alternatifs qui marchent. Parce que je pense qu'en faisant quelque chose d'écologique et sensé, on est économiquement rentable et compétitif. Regardez Tesla. C'est ma prochaine question. C'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur écologique, comme vous dites? Quelles sont les difficultés? Est-ce que vous voyez que vous allez avoir un potentiel? Est-ce que vous allez revenir sur vos investissements? Est-ce que vous vous attendez à un succès de votre entreprise ou bien vous vous attendez quand même à certaines difficultés? J'ai l'impression. Dans l'autre cas, j'ai envie de dire que plus que des difficultés, c'est des challenges et c'est de se dire est-ce qu'on va arriver à vraiment faire tout ce qu'on a envie de faire.
parce qu'on a des myriades d'idées. Pour chaque fois pousser plus loin, on est vraiment dans une optique d'évolution et d'innovation. Et donc, c'est pour ça, là, on a commencé avec l'ouverture de 2 magasins presque simultanés à 2-3 mois d'intervalle. Et donc, voilà, on se met beaucoup sur le dos parce qu'on a une grosse motivation et qu'on sait que finalement, les limites qu'on va avoir ou les difficultés qu'on va avoir, c'est celles qu'on va se mettre nous-mêmes parce que le marché est là, la demande est là, les investisseurs, on l'a vu, sont là. Donc, voilà. Après, tout est possible et c'est juste de peut-être canaliser un peu notre énergie. Candice, il y a en fait quelqu'un dans le chat qui voudrait vous poser une question et qui se demande pourquoi vous ouvrez à Jette. Est-ce qu'il y a un créneau là-bas? Oui, alors justement, je crois que j'ai répondu dans le chat. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu une proposition de partenariat très intéressante avec un marché bio et vrac qui s'appelle The Barn. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et du coup, ils nous ont dit, voilà, nous, on ouvre un espace à Jette. On aimerait que vous ouvriez avec nous pour offrir une complémentarité en fait à leurs clients. Et donc voilà, on a saisi l'opportunité, on s'est dit bon, vaut mieux 2 fois qu'une. Donc on s'est lancé et c'est ça qui est difficile finalement pour nous, c'est d'un peu voilà, y aller calmement, je dirais. Mais bon, on s'est dit voilà, là on a vraiment une opportunité de direct accéder à plus d'impact en fait. Donc on y va. Eh bien, Emmanuel, moi, je suis évidemment convaincue par vos cafés puisque nous les vendons ici chez Allegretta et que le retour est assez exceptionnel. Hein. Donc, même tous les cafés, enfin les cafetiers aux alentours viennent boire leur café ici parce qu'ils le trouvent tellement meilleur que ce qu'ils vendent. Donc, c'est un beau succès. Et bien voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est maintenant, comment est-ce que vous voyez le futur pour vous? Quelles sont les difficultés? Comment avez-vous envie de solliciter vos investisseurs, en fait, de leur vendre votre produit, votre… Les difficultés qu'a une société comme mon cafetier, je dirais, et dans l'innovation aussi de la transition écologique, c'est souvent qu'on propose un modèle alternatif. Évidemment, il n'y a rien qui ressemble de loin de plus à une tasse de café qu'une autre tasse de café. Et donc, c'est difficile de montrer que derrière le projet de mon cafetier, il y a aussi toute une recherche de sens, de durabilité, et qu'on va vraiment, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer ce soir, que c'est dans l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il y a des problématiques vraiment de durabilité qui menacent le marché lui-même et qu'on essaie de les adresser. Donc, ce qui aujourd'hui nous manque, et c'est pour ça qu'on fait appel aux investisseurs, c'est une masse critique suffisante pour avoir une visibilité et pour pouvoir évangéliser nos valeurs. Et là, de plus en plus, je me rends compte que le succès story d'un projet comme le nôtre, c'est d'expliquer pourquoi on le fait. Pas tellement ce qu'on fait, mais voilà, quel est le sens derrière. Je dois expliquer à un client, quand je lui remplace une machine défectueuse par une machine de seconde main, pourquoi est-ce que je le fais et pas par une neuve, en lui disant, mais en fait, votre machine, elle a seulement 2 ans, moi, je veux qu'elle en ait 7, et donc, je vais la réparer en atelier, je vous en remets une autre, et qui est à peu près l'âge de celle que vous aviez, parce qu'il n'est pas question de la jeter, et elle a encore une longue vie devant elle. Et tout ça, c'est une éducation au jour le jour. Et effectivement, pour conquérir des clients, il faut montrer en quoi mon cafetier est un modèle alternatif. Et ça nous demande des moyens de communication, de visibilité pour nous faire connaître. Et c'est ça que j'attends de Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous… est-ce que tu veux reprendre la parole, Céline? Tu as quelque chose à dire? Tout simplement parce que c'est juste pour te signaler, Anouk, qu'il y a des questions dans le chat. Il y a une question d'ailleurs, c'est vrai, peut-être Candice, comment vous faites pour calculer le prix des ingrédients dont on a besoin pour une recette? On vient avec son bocal, oui. On va faire la recette que tu as montrée. Vous comptez au gramme? Par produit, en fait. Donc, si quelqu'un vient directement sur place faire un produit, donc on choisit par type de produit, soit entretien, soit cosmétique, et donc c'est un forfait comme voilà. Donc c'est calculé de cette manière. Maintenant, une fois que la personne l'a fait une fois avec nous, chez nous, en 10 minutes et qu'on lui a tout bien expliqué, ben, elle peut tout aussi bien revenir juste acheter les ingrédients qu'il lui faut pour la recette par la suite. Et donc voilà, ça c'est le but, c'est vraiment de donner de l'autonomie. On montre une fois. Et puis, c'est parti.
D'accord. Donc, il y a une autre question pour Emmanuel qui est est-ce que vous vendez uniquement pour des professionnels ou aussi pour des particuliers? Et en fait, je crois que je suis un des rares professionnels à avoir vos machines et que vous êtes justement spécialisé pour les particuliers, non? Oui, alors effectivement, bon, d'abord je vais dire pourquoi on travaille avec Allegreta, c'est parce que je crois qu'on défend des valeurs communes aussi avec cette idée qu'on peut réutiliser, enfin, la recyclerie, le réemploi, les valeurs de durabilité. Et donc notre but, c'est d'avoir, quand on fait ce genre de partenariat, c'est pour avoir une visibilité, permettre aux gens de goûter notre café et de le faire connaître. Mais notre clientèle cible, c'est la clientèle typique des capsules Nespresso, c'est-à-dire les consommateurs qui consomment du café premium, et alors les petites entreprises qui, par facilité, ont une machine à capsules pour servir soit à leurs clients, soit à leurs employés. Et en général, c'est beaucoup de petits clients avec des petits volumes. Et c'est vraiment ce marché-là que nous ciblons. Notre but, c'est vraiment de se dire, il faudrait que d'ici quelques années, il n'y ait plus de machine à capsules. Mais, je suis envoyée lumière. Moi, il y a quelqu'un qui passait comme ça en même temps. Je suis allée avec Greta et donc voilà. J'ai un peu perdu le fil. Mais voilà, et l'avenir, vous le voyez comment, tous les deux? Peut-être avant de passer sur la question de l'avenir, Jean-Marie avait une question aussi pour toi, Emmanuel, si tu peux reprendre peut-être en quelques points précis ce que vous mettez en œuvre au niveau de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement de mon cafetier, sur le processus, depuis l'arbre jusqu'à la tasse, en quelques mots. Donc en quelques mots, on va prendre du grain vert qui vient via un importateur qui les sélectionne que dans des cafés spécialités, donc ce qui permet d'avoir un prix à l'achat qui est 2 à 3 fois plus élevé que le cours moyen du café en bourse. Donc ça permet de mieux rétribuer le producteur. Il est bio, donc ça veut dire qu'il protège la biodiversité des cultures et donc contre les monocultures intensives qui détruisent l'environnement. Alors ça c'est donc on l'achète chez un importateur. Nous stockons le grain vert chez notre torréfacteur qui va le torréfier à la demande en fonction des demandes. Donc nous vendons des abonnements de café, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prédire quel est le volume dont on aura besoin et on fait quasiment une production en flux tendu sur un forecast de quelques semaines, ce qui permet d'assurer une grande rotation des stocks et d'avoir un café qui est toujours frais quand il est fraîchement torréfié quand il arrive chez le client. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps de s'oxyder dans la masse, il ne faut pas non plus un emballage bulldozer pour le protéger, il reste très frais et quand le client le consomme. Donc nous produisons le lundi, le mardi on fait les notes d'envoi pour les abonnés, le mercredi il est mis sous colis, le jeudi il est pris par la poste et le vendredi il est chez le client. Donc potentiellement en 5 jours, le client a un café frais chez lui et tout le mois est livré pour que ce café garde toujours sa fraîcheur. Et toute cette chaîne est automatisée au niveau informatique de manière à ce que on puisse attaquer un marché de masse avec un minimum de ressources. Et on fait appel aussi à une main-d'œuvre locale. Donc la torréfaction est faite par un artisan bruxellois et la mise sous colis est faite dans un atelier de travail adapté à Woluwe. Super, merci Emmanuel. J'ai une petite question pour vous, Anouk, avant de partir sur plus un débat sur la consommation durable et donc sur l'avenir aussi. Typiquement, vous êtes en campagne actuellement sur l'ITA. Vous invitez des personnes, des particuliers à devenir investisseurs de la ressource et de mon cafetier. Les analystes de l'ITA ont fait une longue analyse, une due diligence qui a été ensuite validée par un comité d'investissement. Donc, on vous a sélectionné parmi des centaines d'autres puisqu'on retient uniquement 5% des entreprises qui viennent nous voir chez l'ITA pour les faire passer, les présenter en levée de fonds publique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de dire, voilà, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de mon cafetier de la ressource pour les investisseurs? Quand ils vont investir chez vous, à quoi ils vont avoir droit? Quelle est la promesse de vente ou d'achat, si je puis dire, des parts dans la ressource et de mon cafetier? Honneur aux dames. Ok. Alors, mais déjà, chez nous, on donne vraiment la possibilité de devenir coopérateur, donc de participer activement à la création, aux décisions, au développement de la coopérative. Et donc, automatiquement, en fait, les coopérateurs pourront aussi prendre part dans tout ce qui est la valorisation de leur part. Donc, on a un ticket à partir de 250 € qui donne déjà accès à 45%
de réduction d'impôts grâce au tax shelter. Et donc, après, il y a toute cette réelle plus-value qui peut être donnée aux parts de départ et surtout décider ensemble. Donc, l'intérêt de rejoindre une coopérative vraiment au tout début de sa création, c'est de pouvoir décider de l'avenir financier de cette structure aussi, entre autres évidemment. Donc là, il y a un réel avantage autant fiscal que sur tout ce qui est intérêt à faire sur ces parts. Et puis évidemment, participer au développement et à la possibilité de voir plein de petites ressources se développer partout en Belgique. Mais bien sûr, pourquoi? Je suis quand même obligée de traverser la fleur. Nous, ce que nous proposons aux investisseurs comme valeur, tout d'abord, c'est de dire, voilà, ici, aujourd'hui, on propose un vrai modèle alternatif à la capsule. Donc, nous pensons qu'il y a vraiment un potentiel de croissance très grand. Pour donner une idée, le marché du café croît de 7% par an, celui du grain de 25% par an. Et aujourd'hui, c'est encore la capsule qui grandit le plus vite. Mais il y a une telle pression sur la durabilité que je pense qu'il y aura une transition qui va se faire. Et donc, on offre vraiment un modèle alternatif avec des circuits courts qui permettent de garder une marge élevée tout en offrant un produit de qualité supérieure. Et par rapport à ça, et en plus de ça, nous proposons aussi à nos investisseurs de devenir éventuellement clients, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez jusqu'à 10 actions, vous pouvez avoir jusqu'à 1 an de machine gratuite chez vous, parce qu'on pense que vous pouvez d'excellents ambassadeurs si vous faites en plus découvrir notre café à d'autres. Et donc voilà, je dirais un projet qui défend des valeurs, qui offre un vrai modèle alternatif. Alors aussi, au niveau rentabilité, je dirais, ça demande pas mal de capital parce qu'il faut pas mal de machines dans lesquelles on investit au départ. Par contre, le rendement sera d'autant meilleur que nous atteignons nos objectifs de dire qu'on va faire prolonger la durée de vie des machines. Mais à côté de ça, en vendant un café premium, nous générons des marges à court terme qui permettent de mitiger le risque de cet investissement. Donc, je pense que le modèle est vraiment cohérent. Il a été réfléchi à 360 degrés par un ingénieur. Et donc, nous espérons en faire un succès commercial grâce aux investisseurs qui se lancent dans le projet avec nous. Céline, je me rends compte en fait que mon ordinateur me donnait une mauvaise heure. C'est pour ça que je parlais d'avenir et que je voulais un petit peu aller plus vite que le débat. Donc, désolée pour cette question qui est arrivée un peu trop tôt. Donc, moi, ce que je voulais savoir aussi et ce que je pensais… Ah, Anouk, on t'a perdu? Du coup, je ne connais pas la question qu'Anouk allait poser. Mais il y a des questions dans le chat pour vous, Emmanuel et Candice, si vous voulez y répondre en direct le temps que la connexion d'Anouk revienne. En tout cas, tout ce que je peux dire par rapport à votre question sur pourquoi investir au-delà du fait que vous avez été sélectionné parmi beaucoup d'autres entreprises et que l'ITA a des processus vraiment extrêmement fins d'analyse des entreprises et de suivi des entreprises, puisqu'on suit les entrepreneurs et les entreprises pour vous, pour les investisseurs après. Je pense que c'est toutes ces informations, en fait, Jean-Marie, par exemple, Margot est en train de vous répondre, mais vous allez les retrouver dans les dossiers d'investissement qui sont préparés pour vous. On a préparé des dossiers d'une vingtaine de pages dans lesquels vous allez retrouver toute la présentation de l'entreprise, du modèle, du marché, la proposition de valeur, et puis bien sûr toute une analyse financière qui a été faite par nos analystes et une étude d'impact également. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent le dossier, il faut avoir un profil complété sur l'ITA ou alors vous nous envoyez un petit email et puis on verra si on peut vous le partager ou comment vous le partagez. Candice, est-ce que tu sais combien de tonnes de produits de base La Ressource vous devez vendre par an? J'imagine que c'est un petit peu difficile de répondre à cette question, mais… Effectivement, c'est pas évident. Je suis en train de demander à Alex d'ailleurs. Alex, est-ce qu'on a une réponse à ça? C'est un peu une réponse piège, hein, parce que je pense pas qu'on ait vendu encore des tonnes. C'est dans notre projet en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on se positionne aussi en tant que centrale d'achat pour d'autres magasins en Belgique. Et du coup, ça nous permet effectivement d'évacuer des tonnes par an, mais exactement combien, ce serait se limiter à parler d'un ou deux produits en fait. Du coup, voilà, parce qu'on a quand même une offre qui est assez diversifiée. On a aussi des accessoires,
On a aussi des ingrédients, et des produits finis. On a tout ce qui est le labo aussi, donc là c'est calculé au forfait. Puis on a des ateliers, donc il y a toute une série d'activités. On a de la location d'espace pour GET aussi, parce qu'on prévoit d'y faire des team building. Donc il y a vraiment une diversité d'activités et de produits liés pour arriver au break-even. Mais je vois que Alex est en train de me dire sur la réponse, et on avait calculé qu'en fait en break-even, par magasin, on devait arriver à 10-12 cas de chiffre d'affaires par mois et qu'on y arrivait au bout du 11e mois, c'était quelque chose comme ça? Oui. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire pour Jean-Marie. Super, merci Candice. Dominique, désolé de la déception, mais du coup, vous pouvez aller goûter le café chez Allegreta et peut-être proposer à Emmanuel un rendez-vous pour qu'il puisse vous présenter tout ça quand Mamenoka sera ouvert. Voilà, Anouk a des soucis de connexion, elle n'arrive pas à se joindre à nous. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous voyez sur le terrain au niveau de la lutte contre les emballages, le plastique, contre la pollution? Vous qui êtes des entrepreneurs qui mettez l'impact au cœur de votre action, et j'imagine que vous vous levez le matin aussi en vous disant moi aussi j'ai envie de changer le monde, en tout cas à ma manière et avec mon focus. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous au niveau des entrepreneurs que vous côtoyez aussi? Est-ce qu'on est vraiment en train de passer à un shift structurel, ou est-ce qu'il y a encore énormément de choses à faire, de marketing peut-être aussi, un plaidoyer à pousser? Quelle est votre idée derrière tout ça? Candice, non, vas-y, je te sens. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans l'écosystème, en tout cas des entrepreneurs, bon, c'est vrai qu'on a peut-être un biais parce qu'on est dans l'entreprise circulaire, mais qu'il y a quand même des réflexions effectivement sur des changements de modèle. Ce qui me préoccupe un peu plus, c'est venant du monde de la multinationale, c'est que les structures organisationnelles et sociétales des grosses sociétés politiques et même les chaînes d'approvisionnement classiques sont encore très très loin du modèle idéal, et que là je pense qu'il va falloir une mobilisation de ressources, notamment en termes de régulation. Moi, ce qui me dérange très très fort, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas intégré le coût de l'externalité environnementale dans nos produits, et que ça pénalise toutes les sociétés qui veulent faire du durable, parce qu'en fait, elles ont des peines. Enfin, c'est faisable, mais ça veut dire que elles ont encore un avantage compétitif qui devrait être plus grand par rapport à l'industrie traditionnelle. Et donc, il y a vraiment un aspect régulatoire qui est indispensable, notamment en termes de pénalisation du gaspillage de ressources et de matières premières qui est permanent. Je pourrais citer plein d'exemples, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais quand on voit que l'autre modèle économique qui, moi, que je trouvais scandaleux, c'est Apple qui a conçu l'ordinateur jetable tous les 2 ans. Quand on voit la pression que ça met sur les ressources naturelles, c'est assez invraisemblable et assez effrayant. Ouais. Je ne sais pas si ça répondait tout à fait à la question. Je pense qu'il y a une dynamique en tout cas positive, et je suis sûr que des entrepreneurs va venir le goût du changement, et je pense que la jeunesse là-dedans, qui est consciente qu'on ne peut plus consommer aujourd'hui, ne va plus accepter de travailler dans l'entreprise de papa comme c'était avant. On est vraiment moi je crois dans l'extraction du dinosaure. La multinationale, c'est vraiment le dinosaure qui est inadapté à l'environnement dans lequel il est. On a compris que la Terre était une planète avec des ressources limitées. Or, notre modèle économique n'avait pas intégré cela. Et donc, si le dinosaure n'intègre pas ça et ne se mute pas en quelque chose de plus agile, il va disparaître. Je crois que c'est comme ça. Donc, Candice, tu veux ajouter quelque chose? Je rejoins complètement ce que tu dis, et surtout par rapport justement au fait que nous, on voit aussi ici les gens qui rentrent, et il y a de plus en plus de personnes de plus en plus jeunes en fait, et c'est vrai ce que tu dis, ils refusent complètement ces modèles. Donc d'ici quelques temps, et je crois que effectivement toute la situation actuelle a fait que ça s'accélère encore plus, le système actuel, les propositions actuelles vont devenir de plus en plus obsolètes. Et donc, voilà, on est en train d'ouvrir une voie, qui est déjà entrouverte, on va dire, et il faut la pousser de plus en plus. Et donc, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, mais ce n'est pas forcément facilité, justement, via la concurrence presque déloyale, j'ai envie de dire, qui est en train de se produire au niveau des multinationales, comme tu disais. Les politiques aussi
qui, malgré peut-être leurs airs on a envie de pousser les choses, mais ne sont pas toujours forcément derrière. Et donc, voilà, au plus on est à se mobiliser, au plus on est à pousser les portes, à essayer de changer les choses aussi structurellement, parce que, enfin, personnellement, dans notre projet La Ressource, on essaye vraiment aussi d'impliquer nos fournisseurs, de les choisir en fonction de leur volonté de faire bouger les choses. Donc, il y a cette volonté de faire bouger toute cette logistique du zéro déchet. Et voilà, ben, on fait un petit pas de plus en plus. On est arrivé à supprimer des déchets comme ça chez notre fournisseur d'huile essentielle, par exemple. Voilà, il y a toute une conscientisation aussi au niveau du réseau de fournisseurs et de fabricants derrière notre projet. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de diffuser les bonnes pratiques autant face aux clients qui viennent nous voir que avec nos partenaires en fait. Merci Candice. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais je voulais juste signaler aussi, il y a 1 an, on était à Impact Now, pour ceux qui suivaient le Devalita. Impact Now, c'était un événement qui rassemblait du coup des entreprises avec un impact très positif. Et on était plus de 300 personnes rassemblées pour parler de ça, avec Sa Majesté le Roi Philippe. Et on va fêter l'anniversaire d'Impact Now et surtout de la plateforme be-impact.org qui a été créée suite à ce lancement, enfin à Impact Now, et qui rassemble toutes les idées des entrepreneurs positifs, des entrepreneurs d'impact de Belgique. Et je vous invite, si vous êtes inscrit à la newsletter de l'ITA, vous aurez toutes les informations demain, je pense. On a une newsletter qui part et qui vous annonce que lors de cet événement, il y aura notamment une personne un petit peu spéciale qui est le prix Nobel de la paix 2006, Mohamed Younous, qui est la personne qui a développé le microcrédit et qui porte aussi la cause du social business partout où il va. Et Mohamed Younous sera en live avec nous et tout le monde peut participer. Donc, je vous invite à bien ouvrir et à lire la newsletter de l'ITA si vous souhaitez voir Mohamed Younous la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus ce soir. Je vous donnerai le mot de la fin. Peut-être Emmanuel, Candice, qu'est-ce que vous voulez partager ce soir? Honneur d'âme. J'aurais envie de dire en fait que la finalité, c'est pas le zéro déchet. La finalité, c'est vraiment d'arriver à vivre en cohérence avec ses valeurs, parce qu'on a tous envie de prendre soin de nous de manière naturelle. On a tous envie d'une planète propre. On a tous envie de faire vivre notre économie locale, de faire vivre les petits producteurs, des gens qui font leur travail avec amour. On n'a pas envie de toute une série de choses qui est proposée. Et donc, pour arriver à ça, à se sentir fier, à se sentir en cohérence, ce qui est pour moi, finalement, le plus important, il suffit de nous soutenir, en fait. Voilà. Super, Emmanuel. Oui, moi j'aurais envie de dire, il faut penser, la manière de penser différemment aujourd'hui, c'est de penser en écosystème, en cohérence. C'est-à-dire, on ne veut plus morceler la manière de vivre, sa manière de déplacer, sa manière de travailler, sa manière de consommer. Tout ça, ça fait un tout. On était trop dans l'industrie, la spécialisation. Il faut plus avaler tout ce qu'on nous donne et avoir un peu un sens critique. Et je pense que les nouveaux modèles économiques qu'on nous propose en alternative nous aident à avoir plus de cohérence aussi. Et en tout cas, moi, je ressens ça dans mon entrepreneuriat parce qu'enfin, je fais un boulot pour lequel j'estime vraiment que ça a du sens. Et c'est pour ça aussi que j'offre mes services aux investisseurs pour me dire, voilà, allez, on peut faire un succès, faisons du café durable. Et après, j'ai plein d'autres idées que j'aimerais bien mettre en œuvre une fois que celle-ci aura bien fonctionné. Bon. Enfin, on retrouvera une manière de collaborer aussi, je suis sûre. Ah oui, parce que je voudrais fournir le détartrant autrement dans des sachets hermétiques. Donc, on va trouver... voilà, ça y est, c'est parti. De coopérer et je reviendrai à la ressource. C'est super, merci beaucoup. Et je vois que votre message est bien passé puisqu'il y a des investissements qui sont en cours de réalisation sur l'ITA. Donc, je remercie les personnes qui sont présentes avec nous et qui vous soutiennent, croient en vous, croient dans le modèle que vous présentez aussi, dans votre impact. Et voilà, encore une fois, si on vous présente la ressource et mon cafetier sur l'ITA, c'est parce qu'on
on croit au potentiel de croissance et de croissance durable de ces entreprises et qu'on a envie de vous y inviter. Le modèle de l'ITA, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse investir à partir d'un petit ticket d'investissement, comme on dit, 100, 200 euros, ça dépend des campagnes. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux parce que le monde dont on est en train de parler et que vous défendez, Candice et Emmanuel, ben, c'est un monde qui doit aussi en passer par le changement de la finance. Et c'est la mission que porte l'ITA, c'est de pouvoir apporter plus de transparence au milieu financier et de pouvoir démocratiser aussi ce secteur, d'apporter beaucoup de pédagogie aussi derrière. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez nous retrouver soit sur le chat du site en ligne, soit par téléphone, ou nous envoyer des emails si vous avez des questions. On n'est pas une simple plateforme web, on est toute une équipe derrière pour vous orienter le mieux possible. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci à Nitako et Céline et Anouk. Passez une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Salut. Bye bye, merci à tous. Ciao, ciao.